Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects au syndrome de l'imposteur. Il y a le premier, le plus connu, celui qui est justement devenu assez connu récemment, c'est Je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas, oh non, pas. Le mérite n'a rien à voir là-dedans. Moi, je vais rajouter un troisième aspect tout à l'heure. Alors, je vous propose tout simplement 3 stratégies pour détecter l'imposture puis pouvoir en guérir. Mon grand-père était résistant, mon autre grand-père a fait le débarquement de Provence. Et vous, monsieur le ministre? Non, ça... On va peut-être penser à nous, hein, pour les sous. Imposteur! Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec 2 gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast des gens qui ont l'air d'un business super pro, mais si tu regardes derrière, c'est juste un mec derrière son PC, torse nu, en tongs, avec une canette de coca à côté de son ordi. Je suis Stan de marketingmania.fr. et je suis Paul de sellingmachine.fr. Évitez le coca, buvez beaucoup d'eau, c'est bon pour vous. On fait la petite pub, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc aujourd'hui, on parle... Et moi, toute ma vie, j'étais addict au soda. Je buvais plein de soda et maintenant, à chaque fois que je bois un soda, j'ai l'impression de mourir un peu en fait. J'ai un peu cette sensation, donc je bois plus que de l'eau et je pense que c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Tu bois pas de café ? Non, café non plus. J'en ai jamais bu, jamais aimé le café. Donc, quelle bonne santé. Donc, aujourd'hui, on parle du syndrome de l'imposteur. Donc, c'est cette idée que parfois, vous avez beau réussir, vous avez toujours l'impression de pas mériter votre succès. C'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, y compris au plus haut niveau. Pas que nous, on soit au plus haut niveau, mais si vous écoutez des gens qui sont même des gens qui ont beaucoup de succès, on retrouve ces idées-là. Donc, on va discuter de nous, comment ça nous affecte. On va vous dire, on va discuter de comment est-ce qu'on peut faire face à ces sensations-là. Avant de commencer, pour soulager notre syndrome de l'imposteur en tant que podcasteur, ce que vous pouvez faire, c'est aller nous laisser des petites évaluations sur iTunes. Donc, comme toujours, les évaluations iTunes nous permettent d'être bien classés dans les rangs de iTunes, de pouvoir toucher un nouveau public. Et puis, c'est une façon pour vous de soutenir le podcast. Donc, ça prend que quelques minutes. Pour aller nous laisser une évaluation, vous pouvez vous rendre directement sur iTunes ou bien vous rendre sur le site et puis il y aura un lien. Le site, c'est donc nomadedigitalpodcast.com. Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects au syndrome de l'imposteur. Il y a le premier, le plus connu, celui qui est justement devenu assez connu récemment. C'est beaucoup de PDG qui ont un peu dit clairement, j'ai un peu ce syndrome-là. J'ai l'impression de pas être à la place, de pas toujours savoir quoi faire, et j'ai peur que les gens le découvrent, que vraiment je sais pas trop ce que je fais. J'improvise un peu tout constamment. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect un peu moins connu qui moi me touche plus, c'est l'aspect je mérite pas ce qui m'arrive en fait. Je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Et toi, est-ce que tu dirais que t'es touché plus par un aspect qu'un autre ou Moi, je vais rajouter un troisième aspect tout à l'heure. Donc, commençons par celui qui, toi, te touche le plus, qui est la notion de mérite. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu considères que tu mérites pas forcément ce qui t'arrive, puisque tu as un aspect purement rationnel, disons que tu mérites ce que tu mérites, quoi. Tu mérites ce que tu as. T'as arnaqué personne pour l'avoir. D'où vient, à ton avis, cette sensation que tu as réussi peut-être trop vite? C'est pas une question d'avoir réussi, en fait. C'est vraiment une question pour moi purement financière en réalité. C'est que je pense que on va dire que le bien social que je fais est pas proportionnel à mes revenus. Pour donner un exemple très concret, par exemple, une infirmière aux Philippines est payée 150 € par mois. Toi, elle sauve des vies, elle prend soin des gens, elle apporte du confort, tu vois. Elle a vraiment un... Et toi, je pense que dans une année, elle apporte plus de bien, mais en général à l'humanité que moi, et pourtant nos salaires sont... faudrait qu'elle travaille des décennies pour gagner ce que je gagne, quoi. C'est tout à fait... Ça a rien à voir. Et de manière générale, je pars du concept qu'en réalité, le mérite n'existe pas vraiment et que c'est vraiment juste une question de où tu arrives à te placer dans la chaîne de valeur et ce que tu arrives justement à récupérer, quoi, à extraire. Et
Alors forcément, ça passe quand même par produire quelque chose, mais on va dire que voilà, que les revenus sont pas liés vraiment aux bénéfices que t'apportes de manière générale, aux bénéfices sociaux que t'apportes. Et ça, j'ai plutôt du mal avec ça. Et par rapport justement à mes revenus, je me sens quand même assez coupable de gagner autant, alors qu'il y a des gens qui font des choses beaucoup mieux, et qui gagnent nettement moins. Bah, c'est le syndrome de l'imposteur pur et simple, c'est-à-dire euh, l'impression que l'image que les autres ont de toi ne correspond pas à ta réalité interne. Très bien défini. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquemment cité par les PDG, comme tu le disais, les gens qui sont des leaders, donc vers qui tout le monde regarde pour avoir les réponses à toutes les choses, pour avoir un plan, pour avoir une vision, et qui, eux, en interne, ont l'impression un peu de faire du jonglage, d'improviser au jour le jour. C'est aussi quelque chose qui peut tendance à arriver dès que tu donnes des conseils sur un sujet. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si tu donnes des conseils sur un sujet à quelqu'un, il va avoir tendance à extrapoler ta compétence sur des domaines sur lesquels tu n'es pas forcément légitime. C'est assez marrant ça. Régulièrement, par exemple, on voit des emails pour me demander, par exemple, comment réussir dans le blogging, tu vois. Alors que moi, ça n'a rien à voir. Mais ils se disent, ouais, il a réussi sur Internet, ça comprend tout ce qu'il y a sur Internet, quoi. Alors que ça marche pas du tout comme ça. Et moi, la façon où c'est pour moi le plus vif, donc disons que sur le marketing, les gens ont tendance à extrapoler ma compétence, mais ça, tu vois, tu peux le gérer. La façon, moi, je l'ai ressenti de façon la plus mordante, c'est vraiment dans la séduction. Parce que dans la séduction, moi, ma compétence, c'est vraiment de me dire, ok, on prend un mec qui est timide, qui sait pas trop quoi dire, comment est-ce qu'on lui apprend à sortir un peu, voilà, de son coquillage. Ça ne veut rien dire, mais à sortir de sa coquille. Comment est-ce qu'on lui apprend, voilà, comment à être plus intéressant. C'est un putain de crustacé, ton élève. Donc comment est-ce que tu apprends à Bernard l'ermite à aller en boîte? Comment est-ce que comment est-ce que tu apprends à ce mec à parler, à surmonter sa peur, etc. Ce qui est en soi quelque chose de très spécifique. Et de plus en plus, moi, j'ai beaucoup de questions de gens qui sont plus âgés que moi, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui ont un couple qui date depuis 15, 20 ans, qui vont me demander des conseils sur leur couple, comment gérer telle ou telle situation, etc. Ce qui est quelque chose sur lequel je n'ai jamais prétendu avoir une compétence. Et si tu regardes, c'est un peu absurde qu'un mec qui a plus d'expérience que moi dans la vie, qui a un couple qui dure depuis longtemps, se tourne vers moi pour avoir les réponses. Mais ceci dit, voilà, les gens qui ont bénéficié de tes conseils dans un domaine vont avoir tendance à te demander des conseils dans d'autres domaines qui ne sont pas vraiment liés à ça. Mais du coup, tu te retrouves à dire, bah, tu as deux choix. Soit tu dis à ces gens-là, non, je réponds pas à ta question, soit tu essaies de leur donner des conseils du mieux que tu peux, du coup, ayant l'impression que tu sais pas vraiment de quoi tu parles, puisqu'au départ, tu avais un truc dont tu voulais parler, et puis les gens t'ont parlé d'autre chose. Je pense que moi, j'ai adopté la réponse strictement aucune idée. Donc, quand on me pose un truc où je me sens pas à l'aise pour répondre, je réponds juste, j'en ai strictement aucune idée. Et ça s'arrête là, quoi. Toi, est-ce que tu essayes quand même de répondre ou... En général, ce que je fais, c'est que je leur dis écoute, je suis pas du tout qualifié pour répondre à cette question. Mais si j'étais dans ta situation, voilà les questions que je me poserais. Donc j'essaye, si tu veux, de me mettre un peu à leur place et d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. C'est-à-dire qu'en fait, je me défile un peu de la question. Je donne pas de réponse concrète, je donne pas d'action concrète parce que c'est toujours très difficile de donner des conseils aux gens quand t'as jamais été dans cette situation. Tu vois, c'est vraiment difficile de pouvoir apporter de la valeur quand tu sais pas vraiment de quoi tu parles. D'un autre côté, j'ai toujours un peu, tu vois, ce pincement de me dire que quelqu'un vient de m'écrire un email, il a passé 35 minutes à m'écrire cet email où il a vraiment espéré, tu vois, d'avoir une réponse à une question qui est vraiment importante. Et moi, de l'autre côté, je lui dis non, il fallait me poser une autre question plus simple dans mon domaine de compétences. Donc parfois, j'essaye de tu vois, me défiler un peu de la question comme ça. Il faut avouer que vraiment la réponse au fond du fond, c'est que il y a des fois où tu n'es juste pas compétent pour en parler. Il y a un troisième aspect et qui, moi, est celui qui me touche le plus. Donc peut-être que toi, la notion de mérite te touche le plus. Moi, je fais pas autant d'argent que toi. Et donc, j'ai pas cette notion, voilà, que je mérite pas ce que je gagne. En revanche, j'ai la notion que j'ai une peur, tu vois, un peu qui existe tout le temps, que l'ensemble de la pyramide que j'ai construite depuis 3-4 ans s'écroule à tout moment. Que tout d'un coup, les gens arrêtent de m'écouter, arrêtent de me faire confiance, que les clients qui bossent avec moi se disent, finalement, on n'a plus besoin de toi.
que les gens sur la séduction se disent bah, en fait, ce mec-là, il raconte n'importe quoi, ça nous intéresse plus, et que l'ensemble des trucs s'écroule voilà, du jour au lendemain. Et ça fait partie du syndrome de l'imposteur dans la mesure où voilà, tu as cette impression que ce que tu as construit est fragile au final et peut-être à House of une Cards. faille, tu vois, ouais, c'est ça, à une faille au cœur du truc qui pourrait à tout moment exploser. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent, y compris des gens qui ont beaucoup plus de succès que moi. Donc, j'ai appris à comprendre que c'était naturel et que dans un sens, dans mon business en particulier, tu vois, si tu fais un podcast, il y a peu de chances que du jour au lendemain, les gens arrêtent de t'écouter. À la limite, si tu faisais un business très, tu vois, de référencement, par exemple, où tu fais des sites de niche et que tu es basé sur une méthode de référencement, tu peux te prendre une baffe de Google, et ça arrive, et j'ai des potes à qui c'est arrivé, qui ont perdu tout du jour au lendemain. Dans ce que moi je fais, et je pense dans ce que toi tu fais aussi sur Amazon FBA, il y a assez peu de chances que tu perdes tout du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a... Est-ce que tu penses que c'est surtout une question, un truc qui quittera jamais, ou si tu arrives suffisamment à diversifier, tu seras plus tranquille? Moi, c'est notamment ce que j'ai un peu ça, mais c'est relativement faible parce que, en l'occurrence, par exemple, sur Amazon FBA maintenant, j'ai facile une dizaine de produits qui sont répartis sur 5, même 6 marketplaces. Ce qui fait que, voilà, si un produit est touché sur une marketplace, c'est pas la fin du monde. Par contre, quand je vendais un seul produit sur une seule marketplace, ça, je le ressentais à fond parce que du jour au lendemain, ça pouvait vraiment totalement se terminer. Et c'est passé assez proche régulièrement. Du coup, est-ce que tu considères que si tu fais, enfin, on va dire, si tu fais des actions qui te permettent de diversifier, est-ce que ce sentiment va s'amoindrir? Potentiellement, à mon avis, ce sentiment est avant tout quelque chose d'inconscient, d'émotionnel, donc c'est pas sûr que ça réponde vraiment aux arguments logiques. D'un autre côté, moi, en termes de stratégie, je suis assez méfiant des systèmes de diversification. Tu vois, je préfère miser sur un gros truc plutôt que me diversifier à droite à gauche. Donc, en un sens, ma stratégie renforce cette impression. Voilà. Et en un sens, peut-être que me diversifier, moi, ça augmente ma sensation de ne pas avoir le contrôle. Tu vois, j'ai dit, il y a tellement de petites choses à droite et à gauche que j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle, et j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une faiblesse, tu vois, que je vois pas venir, ou il y a un concurrent que je vois pas venir parce que je suis trop diversifié sur différentes choses. Donc fondamentalement, on peut parler de comment combattre ces sentiments-là. Pour moi, la première chose, c'est qu'au final, je l'ai accepté comme étant normal par rapport à ce que je fais, et comme étant en un sens utile, parce que je considère que pendant un moment dans ma carrière, j'ai eu tendance à devenir assez arrogant, à penser que j'avais des réponses à tout, et en fait, c'était pas le cas, évidemment. Et pendant ces périodes-là, j'avais tendance à être assez aveugle aux choses qui se passaient, à pas vraiment savoir mesurer les risques de différentes choses, et donc du coup à prendre des décisions de moins bonne qualité. Et en fait, le fait d'avoir ce doute un petit peu de mes propres compétences m'a forcé à être plus rigoureux sur mes décisions, à réfléchir mieux aux choses, à ma stratégie, voilà, et à investir sur les bonnes choses au lieu de me dire que tout va toujours marcher. Et je pense que d'ailleurs, c'est un peu, je pense que tu ressens un peu la même chose, c'est un peu le yo-yo, quoi. Si à des moments, t'as l'impression d'être on top of the world et que tu contrôles tout, tu pourrais tout faire, et justement, t'es presque le contraire de l'imposteur, quoi. C'est-à-dire que tous les autres enfin, tu pourrais faire ce que n'importe qui fait. Et t'as des moments au contraire où tu te dis, putain, en fait, je suis arrivé à là, c'est par hasard, quoi, presque. Je pense que moi, en tout cas, ça varie assez régulièrement à ce niveau-là. Ouais. Et voilà, et la deuxième chose, c'est que on est tous les deux, je pense, des gens qui aiment bien lire des autobiographies. En tout cas, moi, j'écoute beaucoup d'interviews, je lis pas mal de biographies ou de bouquins, voilà, sur des gens qui ont réussi. Et c'est un thème que tu retrouves tout le temps. Il y a un côté universel de ce syndrome de l'imposteur, quelle que soit son incarnation. On a parlé de 3 versions différentes. Et donc, du coup, c'est quelque chose, moi, qui m'a rassuré en me disant que... T'es en bonne compagnie, quoi. Voilà, si tout le monde a le syndrome de l'imposteur, au final, c'est pas parce que t'as ça que t'es un imposteur, quoi. Effectivement. Mais en même temps, c'est aussi, je sais plus où j'ai lu ça, c'est pas de moi, mais en gros, c'est que si t'as pas le syndrome de l'imposteur, c'est que tu vas pas suffisamment loin, quoi. Si tu t'es pas toujours un peu perdu, c'est peut-être que tu pousses pas suffisamment fort. Et moi, je le ressens, notamment, par exemple, la première fois que tu as parlé à un fournisseur sur Amazon FBA, pour le business, t'es totalement perdu, quoi. T'y connais rien. Tu connais pas les standards, tu connais pas les frais, enfin, toi, t'as toujours la méfiance, est-ce que je suis en train de me faire arnaquer? T'es vraiment totalement hors de ton élément. Et c'est peu à peu que justement tu commences à accumuler les connaissances. Pareil, quand j'ai fait ma première livraison par bateau,
quand je parle avec l'agent qui s'occupe de faire avancer les colis, ils sont toutes sortes de termes techniques qui sont tellement techniques que quand tu recherches sur Google, tu les trouves pas, quoi. Euh, et là, c'est pareil. Là, tu passes pour un débutant complet, mais bon, tu poses des questions connes, mais c'est comme ça, quoi. Ça fait partie justement de l'aspect entrepreneurial. Hmm. Ben, c'est lié à cette notion de zone de confort. C'est-à-dire que, effectivement, grosso modo, l'idée, c'est que la vision que tu as de toi-même, elle est basée sur ce que tu fais. Donc, si tu dois avancer, bah, tu dois sortir de cette zone de confort. Donc, forcément, tu te retrouves à faire des choses où tu n'es pas encore qualifié. Et effectivement, si tu attends d'être qualifié pour faire des choses, tu vas jamais rien faire. C'est lié peut-être à une version du syndrome de l'imposteur qu'on n'a pas mentionné, mais qui existe chez certaines personnes. Je pense que la raison pour laquelle on ne l'a pas mentionné, c'est parce que ni toi ni moi ne sommes frappés par cette version-là. C'est l'impression de ne pas être assez qualifié, de ne pas être assez diplômé, de ne pas avoir les bons bouts de papier pour supporter ton ambition. Et je suppose que Paul, c'est pas quelque chose qui te frappe, toi? Non, j'ai pas trop de complexe à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme avantage, c'est que j'ai pas... Maintenant, je pars de l'esprit... Attends, c'est qui a dit ça? Ah, c'est 50 Cent. C'est qui a dit... If I can't do it, it can't be done. Si je peux pas le faire, ça peut pas être fait. C'est débile parce qu'il y a plein de trucs que je peux... Enfin, si je peux pas les faire, il y a d'autres personnes qui y arrivent. Hein. Mais je pense que partir de cette idée, voilà... Vraiment, en plus, c'est à la fois un peu irrationnel, cette croyance, mais en même temps, c'est assez rationnel. On a tous un cerveau. Certes, il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais bon, il n'y a pas des variations énormes. Si vous inspirez des gens qui ont réussi, si vous faites ce qu'il y a à faire, il y a très peu de domaines où vous pouvez pas réussir. Ouais. Est-ce que tu as une chose à ajouter sur le syndrome de l'imposteur? Non, je dirais que j'ai pas grand chose à rajouter. Je dirais que c'est juste un truc, faut vivre avec et c'est pas... En fait, c'est syndrome de l'imposteur, même si on le ressent, c'est pas bien grave. Là où ça devient un problème, c'est que si ça vous empêche de prendre les actions à faire, je vais y arriver. Et prendre les actions à faire, c'est pas ça. Si ça devient un problème, si justement ça vous bloque dans votre business parce que vous osez pas aller au-delà, ou parce que justement vous restez un peu dans ce qui est petit parce que c'est confortable pour vous. Mais si après le ressentir, c'est pas vraiment un problème. Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où toi, dans ton business, tu as été bloqué par le fait inconsciemment d'avoir l'impression que tu n'étais pas assez bon pour faire quelque chose? Non, honnêtement, j'ai rien qui me vient en tête comme ça. Moi, je pense que ça m'est clairement arrivé. Il y a des choses en particulier liées à ma transition vers Marketing Mania où j'aurais pu le faire probablement 6 mois plus tôt. Et je l'ai fait traîner pour des raisons qui sont pas très claires d'un point de vue rationnel, disons. Si je devais vraiment justifier ça, ça serait compliqué pour moi de vraiment t'expliquer pourquoi. A priori, c'est juste que voilà, dans mon fort intérieur, j'avais cette réticence à faire ce pas-là que je savais qu'au final, j'avais envie de faire. Moi, au contraire, ça me fait presque bouger plus vite, en fait. Parce que justement, je considère ça plutôt comme un challenge. Un bon exemple, c'est par exemple le podcast Selling Machine. Le podcast, c'est aux antipodes de ce que je devrais faire. Quand parler d'avantages compétitifs, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je sais pas parler. J'ai beaucoup de mal à improviser tout seul comme ça. J'ai galéré. Je pense que le premier épisode, j'ai peut-être mis 5-6 heures pour faire 30 minutes, quoi. C'était vraiment très, très compliqué. Pourquoi? Parce que tu faisais que répéter les mêmes phrases? Parce que je buguais tout le temps, en fait. J'avais des blancs totaux où j'étais en panique, mon cerveau arrivait plus à sortir quoi que ce soit. Et même avec un script, j'arrivais, je pense que les auditeurs le ressentent encore, j'ai du mal à correctement articuler. C'était tout ensemble qui faisait que ce soit le fond ou la forme, j'étais à la ramasse, quoi. Mais justement, j'ai considéré ça comme un challenge et je me suis dit, voilà, je pense que quand tu arrives à basculer ça, à basculer toute difficulté en challenge et que ça devient motivant, c'est un gros avantage. Donc, nous, notre challenge du moment, t'as vu cette transition qui est magnifique. Je deviens de mieux en mieux, je trouve, sur les transitions des évaluations iTunes. Du coup, notre challenge du moment, nous, c'est d'avoir toujours plus d'auditeurs sur Nomad Digital Podcast. Et puis, la façon dont vous pouvez nous aider à atteindre cet objectif, c'est bien sûr de vous rendre sur iTunes et puis de nous laisser une petite évaluation. Ou tout simplement, de trouver un ami, un membre de famille, un animal de compagnie qui pourrait être intéressé par le podcast Nomad Digital et puis leur parler de nous parce que le bouche-à-oreille pour le podcast c'est très important. On n'a pas beaucoup de trafic Google qui débarque chez nous, ou c'est principalement des gens qui nous trouvent sur iTunes ou du bouche-à-oreille. Donc c'est vraiment les deux façons dont vous pouvez nous aider. Ça me fait penser que c'est quand même assez ridicule le peu d'avis récoltés sur iTunes, leur système à la con, parce que quand tu penses, je viens de penser
aux vidéos YouTube avec les pouces bleus, c'est quand même, nous on est content avec nos 22 avis, et pourtant on a quand même pas mal d'écoute, hein, mais le ratio est quand même très très faible, et donc voilà, on sait que c'est un petit effort à faire, mais si vous le faites, ben, Ouais. on vous en remercie. Je me suis toujours demandé pourquoi Apple, qui est censé être cette boîte technologique avec la super interface, produisait iTunes, qui est probablement le pire logiciel que j'ai sur mon ordinateur, avec Skype, probablement, c'est les deux pires, qui bug une fois sur deux, qui doit se mettre à jour de façon extrêmement lourde, et qui a une interface, mon vieux, pour trouver les choses, il faut prendre ton temps, quoi. Sur cette critique absolument non essentielle de iTunes, on va passer à notre section lifestyle. Paul, est-ce que tu as une recommandation pour moi aujourd'hui? D'abord, on devait parler d'anecdotes de voyage. Alors, D'abord, on devait parler de l'anecdote, bien Stan, sûr. il essaie à tout Paul, prix qui est de supprimer ce truc-là, quoi. je t'ai supprimé la section. Paul, qui est le gardien absolu de la section anecdote. Donc, Paul, est-ce que tu as une anecdote pour nous? Oui, parce que on a réfléchi avec Stan que les derniers podcasts, on parlait justement beaucoup de business, donc du coup, c'est bien équilibré aussi, rappeler un peu l'aspect justement nomade. Donc c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une recommandation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à Mindanao. Mindanao, c'est l'île au sud des Philippines, la plus au sud. C'est là où il y a la ville Davao. Donc il y a un aéroport, hein, c'est très bien, c'est très pratique. De l'aéroport d'aller jusqu'à Bislig, et ensuite de Bislig d'aller à la rivière enchantée, Enchanted River en anglais. Alors déjà, si vous regardez sur Google, vous verrez la rivière est magnifique. Donc c'est déjà super sympa. Je vous conseille d'y aller d'ailleurs plutôt pas le week-end, comme ça il y aura pas de Philippins. Et de manière générale, il y a aucun touriste étranger. Les 2 fois où j'y suis allé, j'ai pas vu un seul blanc. Mais après, ce qui est génial, c'est que vous pouvez descendre la rivière et vous arrivez dans la mer tout simplement. Et il y a ce qu'on appelle des fish cages. Donc c'est des sortes de mini villages surpilotis dans la mer. Et là, vous pouvez passer la nuit. C'est vraiment pas cher. Et ce qui est assez incroyable, c'est que justement il y a des poissons, homards, requins, bébés requins, tout ce que vous voulez. Et donc vous dites aujourd'hui je vais manger du homard. Et vous voyez le mec qui va directement aller pêcher le homard, quoi. Et c'est un prix forcément ridicule. Là-bas, il y a aussi, enfin, il y a des îles magnifiques à visiter. Pareil pour les cocos. Si vous voulez une coco, vous voyez le mec qui va grimper à l'arbre. Vous vous demandez comment il a pu survivre jusqu'à l'âge de 22 ans à la manière dont il grimpe. Parce qu'il faut voir que, en fait, grimper à l'arbre, c'est impressionnant. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quand ils descendent avec 3 cocos dans les mains, quoi. C'est quelque chose à voir. Et de manière générale, voilà, c'est un truc, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de touristes. C'est encore très sauvage. Et moi, c'était une des meilleures expériences aux Philippines, donc je recommande la rivière enchantée. Cool. Bonne recommandation. Est-ce que tu as une deuxième recommandation pour nous dans la catégorie lifestyle? C'est une réflexion que je me suis fait assez récemment, c'est que, en fait, je me suis toujours demandé pourquoi les Américains avaient plus d'entrepreneurs, étaient plus, leur esprit est plus comme ça. Et je pensais que c'était une question de prise de risque, tout ça, mais en fait, j'ai pas l'impression que ce soit tellement ça, c'est que il y a une culture aux États-Unis d'apprendre de ceux qui ont réussi, en fait. Qui en France, il y a très peu. Aux États-Unis, il y a, Tim Ferriss, il est connu, mais il y en a des plein, qui en fait, passent du temps avec des gens qui ont réussi pour essayer de comprendre pourquoi et comment ils ont réussi. Et ça, en France, j'ai pas l'impression que ça existe vraiment, en fait. Pourtant, il y aurait des gens intéressants à interroger. Xavier Niel, par exemple, je trouve que ce serait très intéressant d'avoir un podcast à la Tim Ferriss en lui demandant comment il a réussi. Mais donc, je pense que c'est vraiment quelque chose on a l'avantage, à l'heure actuelle, d'avoir accès justement aux pensées de plein de gens très très intelligents, plus intelligents que nous. Warren Buffett a écrit une autobiographie. Il y a Bill Gates qui tient un blog, qui fait des interviews. Il y a Jack Ma d'Alibaba qui fait plein d'interviews. Il y a par exemple un très bon podcast de Tim Ferriss, c'est comment il s'appelle, Jamie Foxx. En gros, il y a plein de contenus de personnes qui ont réussi, qui vous disent pourquoi et comment ils ont réussi. Et je trouve que c'est un gâchis énorme de pas en profiter. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une différence culturelle entre la France et les États-Unis dans la mesure où en France, il y a toujours une notion que tout le monde doit être sur un pied d'égalité et que célébrer les gens qui ont réussi, il y a toujours un aspect où tu es un peu suspicieux de ce succès-là? Je saurais pas l'expliquer, mais parce que pour moi, c'est vraiment, et en même temps, c'est 99% des gens auront même pas l'idée d'aller justement regarder une interview de Bill Gates ou peu importe, ou lire le livre de Warren Buffett. Alors que ce soit lire le livre de Warren Buffett, l'autobiographie ou Elon Musk, c'est pareil, c'est très bon aussi, où t'as encore Richard Branson. C'est quand même, faut réaliser la chance qu'on a, c'est on a accès aux pensées des gens qui ont plus réussi sur la planète. On peut savoir exactement ce qu'ils pensent et les conseils qu'ils ont à nous donner. C'est quand même un truc, ça me paraît. Avant, si t'avais pas les contacts pour ça, t'y avais jamais accès. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, on vit dans un monde en France, notamment à partir du moment où vous avez Internet et vous savez lire.
Ça n'a jamais été aussi égalitaire à ce niveau-là, parce que justement, vous avez accès à ces informations gratuitement. Euh, pour moi, c'est vraiment un gâchis monstrueux de pas en profiter. Mais je saurais pas expliquer pourquoi en France on est moins axé là-dessus. Ouais. Moi, je continue à rester absolument obsédé par le podcast de Tim Ferriss, qui, à chaque épisode, il t'amène quelqu'un de très différent. Et c'est toujours absolument fascinant de ce qu'il raconte là-dedans. Qui est, moi, ma recommandation en termes de podcast d'interview, c'est vraiment celui par lequel je jure et où je manque absolument aucun épisode. Ma recommandation, c'est quelque chose qui est un peu lié à ça. C'est quelque chose qui s'appelle les Kekish Credo. Kekish, c'est un mec qui est un businessman, un pote d'un mec qui s'appelle Joe Polish, etc., qui a pas mal réussi dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que il a synthétisé ce qu'il appelle les Kekish Credo. Donc en fait, c'est 100 principes pour avoir du succès, si tu veux, dans la vie et dans le business. Et donc, il y a un côté très aphoristique. Donc, tu vois, c'est genre... Alors là, du coup, j'en ai aucun mot sous que je les connais yeux. pas, quoi. Aphoristique, faut que je recherche. Alors, aphoristique, c'est probablement un mot qui n'existe pas, lié à aphorisme, c'est-à-dire c'est des phrases, voilà, très, Si, ça existe, c'est bien très joué. simples. Ah ouais? Ok. Ouais. Vocabulaire, mon vieux, c'est incroyable. Voilà, donc c'est un mec qui a synthétisé les 100 principes pour réussir dans la vie, dans le business, et c'est vraiment des trucs de base, des trucs de bon sens, mais parfois c'est bien d'avoir ça quelque part, d'avoir le document. Donc tu peux l'avoir si tu tapes Kekish Credo sur internet. Il y a un PDF qui a été fait donc par Joe Polish du coup, et puis tu peux les télécharger, tu peux les regarder de temps en temps. Et moi j'aime bien regarder ça en particulier autour de mon plan de 90 jours, quand j'ai envie de prendre un peu de recul, quand j'ai envie de revenir aux principes fondamentaux qui sont au cœur de tout. Je trouve que c'est un bon résumé, les 100 credos de David Kekish. Mais ça me fait penser à une chose qu'a dit justement Elon Musk sur la manière d'apprendre. Et lui, c'est qu'est-ce que soit le domaine qu'il apprend. Donc ça peut être justement les fusées ou les voitures électriques. Il essaye au plus vite de revenir aux principes fondamentaux et de partir de là, en fait. Vraiment de revenir à ce qui est plus basique, le plus simple, le plus fondamental. Et ensuite, ça fait des branches et il apprend petit à petit sur les côtés. Mais tout découle de ces principes fondamentaux et il faut justement les avoir totalement ancrés à l'esprit. Ouais. C'est quelque chose qui est aussi partagé par Charlie Munger. Je ne sais pas si tu es intéressé, mais je suis absolument obsédé aussi par Munger, qui est en fait l'associé de Warren Buffett. Il est un peu moins connu, mais il a écrit pas mal de livres là-dessus. Et en gros, il a ce concept que tout son succès d'investissement, et le mec, il a fait des milliards et des milliards. Enfin, c'est vraiment l'associé de Warren Buffett. Ne pas perdre, non, c'est pas ça? Il y a ça, mais surtout, il découle tout de 20 modèles mentaux fondamentaux qui s'appliquent à tout. Qui s'applique à la fois à la physique, à l'investissement, au business. Et donc, il essaye de trouver les modèles fondamentaux qui gouvernent essentiellement l'univers et de comprendre comment est-ce qu'ils s'appliquent dans toutes les situations. Et je trouve ça intéressant, la rigueur du mec, tu vois, qui est pour un investisseur. Donc, beaucoup d'investisseurs se concentrent sur les tactiques du moment. Et Munger, il cherche vraiment à découvrir les principes fondamentaux, en particulier les principes psychologiques. Parce que si tu considères que l'ensemble de ce qui fait, que ce soit le business, etc., découle des êtres humains, et si tu peux comprendre les principes psychologiques et les biais psychologiques des êtres humains, tu peux prédire leurs erreurs. Et donc, tu peux prédire à la fois l'action des marchés, mais aussi l'action des entreprises, etc. Et ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. La façon dont, tu vois, un gars qui a fait 60 ans de carrière et qui a monté une des boîtes d'investissement les plus performante au monde, et va chercher ces quelques principes fondamentaux. Et tu peux voir ça. Donc, il y a différents bouquins de Munger. Celui que j'aime bien, c'est Pour Charlie's Almanac, donc de Charlie Munger. Ok. Non, je pense que c'est une très bonne. Je connaissais pas et ça m'intéresse. Il y a aussi un speech qui est gratuit qui s'appelle Psychology of Human Misjudgment, donc la psychologie des erreurs de jugement humaine, qui rassemble tout ce dont j'ai parlé et qui prend des études de cas intéressantes et qui essaie vraiment de rentrer à ces erreurs psychologiques de base qu'on a déjà entendu parler, mais lui il synthétise tout et t'explique comment ces erreurs-là lui ont permis de prédire le succès de Coca-Cola, tu vois, des choses comme ça, où ils ont fait beaucoup d'argent sur ça ou sur les assurances, etc. Donc sur ce,
on va se quitter. Malheureusement, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast. Vous pouvez aussi nous laisser un message vocal qu'on pourra passer sur l'émission pour vous répondre en direct. Vous pouvez vous abonner au podcast et vous pouvez bien sûr nous laisser votre avis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À jeudi prochain.